Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bonsoir et merci de nous suivre ce soir. Surnommée Banque des banques, une banque centrale est une institution publique indépendante chargée d'assurer la stabilité monétaire d'un pays. Chaque pays dispose de sa propre banque centrale dont l'actionnaire est l'État. Présentées de la sorte, les choses paraissent simples et pourtant, vous allez le voir, il y a tout un mécanisme fonctionnel qui définit l'existence de cette institution financière. Nous allons le voir avec notre invité, mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'une banque centrale? Je suis pas prêt pour ça. La Banque centrale, c'est une organisation dirigée par l'État. La Banque centrale. La Banque centrale, pour moi, est une institution financière dont l'État en a la charge. Banque centrale est le mot qui fait l'écho. Junior Premier est la voix d'écho de l'écho. Alors Junior, dites-nous, qu'est-ce qu'une banque centrale finalement? Bonsoir à tous. Une banque centrale est une institution publique qui gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays et contrôle la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. Le principal objectif de nombreuses banques centrales est la stabilité des prix. Dans certains pays, les banques centrales sont tenues par la loi d'agir en faveur du plein emploi. L'un des principaux outils à la disposition d'une banque centrale consiste à fixer les taux d'intérêt, autrement dit, le coût de l'argent dans le cadre de sa politique monétaire. Les banques centrales ne sont pas des banques commerciales, c'est-à-dire que les particuliers ne peuvent pas ouvrir de compte ou solliciter des prêts auprès d'elles. En tant qu'instance publique, elles n'agissent pas dans un but lucratif. Voilà Modeste, je laisse le soin à notre invité de nous en dire un peu plus. Écho de l'écho reçoit William Djaboum. Vous êtes expert des questions financières, bienvenue. Bonjour à vous, je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes déjà un habitué de la maison puisqu'on vous invite souvent. Et là, on veut parler de la Banque centrale, la mère des mères. Déjà nous dire quelle est la relation entre la Banque centrale et les autres banques. Déjà aussi peut-être nous préciser la différence qu'il y a entre les deux institutions parce qu'on sait qu'il y a la Banque centrale et la banque commerciale. C'est quoi la différence et comment on établit la relation? Exactement, encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir la Banque centrale. La Banque centrale, comme vous avez pu l'énoncer, c'est l'institution financière qui est chargée de mener la politique monétaire d'un pays ou d'une zone. Les banques commerciales, c'est les banques qui vont avoir finalement un rôle d'intermédiation financière, c'est-à-dire qui vont être en mesure de faire un lien entre les agents à capacité de financement, donc essentiellement les ménages qui vont épargner, et les agents à besoin de financement, essentiellement les entrepreneurs. Donc les banques commerciales vont être en mesure, leur rôle premier, c'est d'être en mesure d'apporter des fonds aux entrepreneurs et d'être en mesure de collecter l'épargne des ménages. Et la relation qui va exister entre ces deux institutions, c'est que finalement, la Banque centrale va être en mesure de contrôler la création monétaire des banques commerciales. Et qui crée la Banque centrale, William, finalement, puisque vous nous dites qu'il y a une banque par rapport à la région, par exemple en Afrique centrale, qui a décidé de la création de notre banque. Et comment s'appelle-t-elle, juste pour bien préciser les choses aux téléspectateurs? Exactement. Donc, dans la zone CEMAC, nous avons une banque centrale qui s'appelle la BEAC. Donc, finalement, la banque centrale, c'est ce qu'on a souvent appelé historiquement le bras armé financier des gouvernements. C'est-à-dire qu'un gouvernement a deux principaux outils de politique publique, la politique budgétaire et la politique monétaire. Et pour être en mesure justement de mener une politique publique monétaire, c'est-à-dire de relancer l'activité économique ou de maintenir la stabilité monétaire par une politique monétaire, la banque, donc les gouvernements, se sont dotés d'une institution financière
pour réguler toutes ces activités. Et donc, la Banque centrale intervient sur le marché monétaire. Déjà, nous dire c'est quoi un marché monétaire? Est-ce que c'est un endroit où il y a plein de monnaies physiques ou virtuelles? Comment est-ce qu'elle intervient sur ce marché-là et quels sont ses outils? Elle utilise quoi comme outils pour mener à bien cette mission? Ok, ce qui est intéressant de d'énoncer, comme on a dit tout à l'heure, on a fait la relation entre la banque centrale et les banques commerciales. La banque centrale et les banques commerciales vont être en mesure de se retrouver sur un marché qu'on appelle aussi le marché interbancaire. Un marché, c'est un lieu réel ou fictif où on va avoir des demandeurs et des offreurs, plusieurs ou un seul offreur, pour être en mesure de fixer le prix d'un quelconque bien. Là, dans le cas d'espèce, ça va être la monnaie, c'est-à-dire comment la banque centrale va être en mesure de fixer le prix de la monnaie, qu'on appelle la monnaie de base. La monnaie de base, c'est la monnaie que vont s'échanger les banques commerciales et la banque centrale. Et donc, finalement, la banque centrale va avoir la possibilité de moduler le taux d'intérêt et la quantité de monnaie en circulation pour imposer, finalement, aux banques commerciales leur coût de financement. Parce que, finalement, si on prend les choses assez simplement, lorsque vous allez auprès d'une banque commerciale pour demander un prêt, la banque commerciale va vous énoncer un certain taux. On va vous expliquer que finalement, si vous voulez emprunter cette somme-là, ce sera un taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle aussi le loyer de l'argent, un taux d'intérêt auquel vous allez devoir vous acquitter pour bénéficier de cette somme-là. Mais pour être en mesure de moduler l'ensemble des fonds prêtés, la banque centrale va être en mesure finalement de fixer le taux auquel les banques commerciales vont emprunter et donc vont répercuter sur les emprunteurs. Et là, tout est mélangé, tout est tellement technique, tout est tellement... Qui va emprunter à la Banque centrale? Est-ce que c'est juste les États, les banques commerciales, ou bien même moi, en tant que citoyenne de la zone CEMAC, je peux décider de me lever et puis dire « Ah, j'ai besoin d'1 million, je m'en vais à la BEAC ». Non, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. On va avoir essentiellement les banques commerciales qui vont aller se financer auprès de la banque centrale au taux qui a été imposé par la banque centrale. Tout à l'heure, je vous exposais que finalement, sur le marché interbancaire, on va avoir la banque centrale qui va fixer le taux et la quantité de monnaie en circulation. Donc, pour faire très simple, la banque centrale va imposer un taux aux banques commerciales. Finalement, le taux, ça va être leur coût de production pour les banques commerciales. Et les banques commerciales vont répercuter ce taux aux emprunteurs, c'est-à-dire vous et moi, l'ensemble des ménages. Donc finalement, ce qu'on va pouvoir observer, c'est que si la banque commerciale relève le taux directeur, comme c'est actuellement le cas ici, les banques commerciales vont finalement répercuter cette augmentation sur les ménages. Donc, si la Banque centrale dit, écoutez, pour qu'une banque commerciale puisse se financer, il faut qu'elle paye davantage, les banques commerciales, par voie de conséquence, vont augmenter leur taux. Soit les banques commerciales vont augmenter leur taux, soit elles vont diminuer le nombre de crédits octroyés. Et c'est justement ce que vous venez d'expliquer là qui nous amène à la prochaine question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ressent les effets de l'action de la Banque centrale sur la croissance et le niveau des prix? C'est une question qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir identifier différents types de banques centrales. Quand je parle de différents types de banques centrales, on va avoir des banques centrales de zone, on va avoir des banques centrales qui sont propres à un pays. Et ces banques centrales de zone ou propres à un pays, elles vont être régies par finalement un certain nombre de mandats. C'est-à-dire quel est l'objectif, quel est le rôle de la banque centrale, quelle est sa priorité. Par exemple, si on prend la BEAC, la banque de notre zone, la priorité de la BEAC, c'est d'être en mesure d'assurer la stabilité monétaire. La stabilité monétaire, c'est d'une part la parité du taux de change du franc CFA et d'autre part l'inflation. Le rôle de la Banque centrale européenne, donc la Banque centrale de la zone euro, c'est prioritairement d'assurer ce qu'on appelle la stabilité des prix. Donc elle a un mandat hiérarchique. D'abord la stabilité des prix, après éventuellement être en mesure de soutenir l'activité économique. Est-ce que vous êtes... Oui, d'accord.
est-ce que vous allez revenir sur ce que vous vouliez expliquer, mais est-ce que ce que vous venez de dire, c'est pour nous faire comprendre que chaque banque centrale évolue par rapport aux réalités de sa région, ou alors chaque banque a des missions qui lui sont propres? Par exemple, on a la Fed aux États-Unis, on a la Banque européenne, on a également notre banque à nous ici en zone CEMAC. Est-ce que le fonctionnement est le même? C'est très intéressant et c'est une question très pertinente dans la mesure où, initialement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, finalement, la Banque centrale est censée conduire la politique monétaire d'un pays ou d'une zone. Donc finalement, on se dit intuitivement que la politique monétaire de la zone en question, elle est censée être adaptée aux réalités de la zone ou du pays. On se rend compte que dans la construction même du cadre théorique de la Banque centrale européenne et par voie de conséquence de la BEAC, on a une difficulté. Parce qu'au sein de ces espaces, économiques, on va avoir différents pays qui vont avoir des structures productives qui vont être différentes. Ça veut dire qu'on va avoir une politique monétaire unique pour des pays qui ont des réalités qui peuvent être différentes. Et donc ça, c'est ce qui va finalement implémenter et induire une difficulté d'ajustement de la politique monétaire et notamment des politiques monétaires africaines. Parce qu'on a évoqué la BEAC, mais c'est le cas aussi de la BCAO, qui finalement a un rôle et une marge de manœuvre qui est relativement limitée. C'est très intéressant ce que vous dites, William Djaboum, vous qui êtes expert des questions financières. Notre prochaine question, elle est peut-être banale, mais dites-nous, est-ce que c'est la Banque centrale qui fabrique nos pièces de monnaie et les billets de banque que l'on retrouve dans nos porte-monnaies? Est-ce que c'est son rôle aussi, la fabrication de la monnaie? Bien entendu, c'est pas du tout une question banale dans la mesure où, finalement, ce qui n'est pas intuitif, c'est que la monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, c'est de la monnaie qui repose sur la confiance. Donc finalement, ce qui fait finalement un billet de 10 000 francs CFA, c'est pas uniquement le bout de papier qui est entre nos mains. C'est la confiance qu'on a envers l'institution qui va émettre ce billet de banque. Et finalement, il revient à la charge de la Banque centrale d'être en mesure d'émettre cette monnaie, d'émettre nos moyens de paiement et d'assurer la sécurité de nos moyens de paiement. Dernièrement, on a eu un changement, un renouvellement des billets de banque, notamment des francs CFA. C'est lié à des questions de sécurité pour être en mesure d'éviter la contrefaçon, et c'est aussi lié pour être en mesure d'affirmer le rôle de la Banque centrale qui est d'assurer le bon fonctionnement du système de paiement. Est-ce qu'avec ce que vous venez de dire, on a raison donc de penser que la Banque centrale est une grande intervention finalement? Finalement, le rôle de la Banque centrale, c'est un rôle qui a pas mal évolué à travers ces 20 dernières années, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ces 20 dernières années ont été émaillées d'un certain nombre de crises. Crise immobilière, crise économique, crise financière, crise sanitaire. Et finalement, à travers ces différentes crises, on a pu voir le rôle des banques centrales qui ont évolué. À partir des années 70, à la fin des accords de Bretton Woods, les accords de Bretton Woods qui posaient le fait qu'on avait une convertibilité fixe de la monnaie, soit en dollars, soit en or, à partir de la fin de ces accords-là, on a eu notamment un mouvement d'indépendance des banques centrales. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était d'être en mesure de préserver le rôle de la Banque centrale et ce rôle de stabilité monétaire. Sauf que l'ensemble et l'occurrence des crises qu'on a pu observer durant ces 20 dernières années a entraîné une mutation du rôle des banques centrales. On a des banques centrales qui étaient censées être indépendantes ou encore autonomes, qui ont évolué vers un rôle qui est de plus en plus politique, vers un rôle d'intervention. Initialement, on disait que la Banque centrale était censée se distinguer des gouvernements pour éviter finalement le financement de certaines activités politiques. Et finalement, on se rend compte que là, de plus en plus, on va avoir des banques centrales qui vont pénétrer ce qu'on appelle la sphère politique, qui vont financer la dette publique, qui vont intervenir comme prêteurs en dernier ressort. Vous faites bien de nous parler de cette situation de crise que l'on endure depuis plus de 2 ans déjà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'inflation et à chaque fois qu'on y parle,
on nous parle du rôle que pourraient jouer les banques centrales, notamment avec une régulation du taux d'intérêt. Expliquez-nous tout ça. C'est quoi, comment la hausse du taux d'intérêt influence-t-elle le niveau d'inflation, finalement? Bien sûr. Le point de départ, c'est d'être en mesure de définir ce qu'on entend par inflation. L'inflation, on définit souvent l'inflation comme une augmentation du niveau général des prix. L'inflation, c'est aussi la perte de la valeur de la monnaie. Donc, finalement, dans ce sens-là, l'inflation, ça peut être lié, d'une part, à un choc qui va être lié au coût, c'est-à-dire l'augmentation des matières premières, donc l'augmentation du prix de l'énergie. Ça peut être lié à finalement un décalage entre l'offre et la demande, et ça peut aussi être lié finalement à l'ensemble des liquidités qui sont présentes, qui circulent dans l'économie. Donc ça veut dire que si on a trop de monnaie dans l'économie, on considère que la valeur de la monnaie va diminuer. Donc, une fois qu'on a posé ce cadre-là, il convient d'expliquer quel est le rôle de la Banque centrale. La Banque centrale va réguler la masse monétaire en circulation. L'objectif de la Banque centrale, ça va être de limiter la monnaie qui circule dans l'économie. Donc, pour ce faire, la Banque centrale, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, va relever les taux directeurs, les taux auxquels les banques commerciales vont se financer. Par exemple, au sein de la zone CEMAC, on a eu un relèvement des taux directeurs de 6%. Ça veut dire que finalement, les banques commerciales au sein de la zone CEMAC, pour se financer soit au jour le jour, soit se financer, les banques commerciales vont devoir payer un taux d'intérêt de 6%. Et donc ce taux d'intérêt de 6% va être répercuté sur les ménages, sur les entrepreneurs, sur toute personne qui souhaite se financer au sein d'une banque commerciale. Et finalement, c'est ce qui va réduire la masse monétaire en circulation. Et donc finalement, quel regard vous portez sur les actions de la Banque mondiale durant de la Banque centrale, durant toute cette période de crise que l'on est en train de traverser? Est-ce que vous pensez que ces actions soient bien posées et qu'elles soient, ces différentes banques centrales-là, sur le bon chemin? L'une des particularités de la situation actuelle et des crises qu'on a pu traverser, c'est que les banques centrales évoluent maintenant en zone inconnue. Jusque-là, les banques centrales avaient une politique monétaire qu'on considérait comme étant une politique monétaire orthodoxe, c'est-à-dire la conduite de la politique monétaire en maintenant la stabilité de la monnaie. Mais on s'est rendu compte depuis la crise de 2008 que les banques centrales ont maintenant des politiques monétaires qu'on appelle non conventionnelles, des politiques monétaires hétérodoxes. Elles interviennent en tant que prêteurs en dernier ressort. Elles franchissent finalement certaines limites qu'elles s'étaient posées, notamment sur le financement des États et sur l'accompagnement au financement des États. Donc finalement, c'est un grand changement qui s'impose aux différentes banques centrales. Que ce soit les banques centrales de la zone euro, que ce soit les banques centrales américaines, ça va être finalement une nouvelle politique monétaire, un nouveau cadre institutionnel qu'il va falloir mettre en place pour ces institutions financières. L'une des particularités de la Banque centrale de notre zone, la BEAC, c'est notamment ses marges de manœuvre. On se rend compte que sa capacité à être en mesure de répondre aux impératifs des différents pays qui la composent, et quand on parle de pays, on parle des populations, elle est limitée. Et il faut pas oublier que le rôle d'une banque centrale, c'est d'arriver à maintenir la stabilité monétaire. Parce qu'on considère que la monnaie, c'est un bien public. Un bien public parce que la monnaie est censée permettre à l'ensemble des populations d'être en mesure d'aller vers une forme de prospérité. Force est de constater que finalement, cette mission de monnaie comme bien public, c'est une mission qu'on peine à ressentir très concrètement pour les habitants, pour les ménages de nos différents pays. Donc, il convient d'être en mesure d'envisager une transformation profonde de l'institution monétaire au sein de la zone CEMAC et plus largement d'un certain nombre d'institutions monétaires africaines. Et dans cette transformation, ces différentes transformations actuelles, il y a la crypto-monnaie. Est-ce que les banques centrales ont raison ou devraient avoir peur de la crypto-monnaie?
Les banques centrales ont peur de la crypto-monnaie tout simplement parce que la crypto-monnaie, qu'on appelle aussi crypto-actifs à extension monétaire, parce que certains économistes vous expliqueront que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies, donc c'est un débat qui n'est pas encore résolu. Mais finalement, ces monnaies ont été créées pour entrer directement en concurrence avec les monnaies qui sont proposées, notamment par les banques centrales, par les États, par les gouvernements. C'est des monnaies qui ont émergé dans les années 2008, suite à la crise de 2008, tout simplement parce que on a des populations qui ont perdu confiance en la monnaie, aux institutions publiques, justement, qui étaient censées garantir cette monnaie comme bien public, qui était censée garantir la stabilité économique. Donc finalement, les crypto-monnaies, dans le fonctionnement des crypto-monnaies, on vous explique que le tiers de confiance, qui était jusque-là une institution publique, devient une technologie, devient la blockchain. Maintenant, vous ne faites plus confiance en une institution, vous faites confiance en une technologie, la blockchain, qui est censée garantir éviter toute forme de corruption, au sens large du terme, hein, mais de corruption politique dans l'utilisation de la monnaie. Donc finalement, on se rend compte que dans un certain nombre de pays, notamment en République centrafricaine, on a une orientation, on a cette tentation de l'utilisation des crypto-monnaies. Là où il faut être assez lucide et être en mesure de mettre en évidence une mise en garde, c'est notamment que les crypto-monnaies, ça reste des actifs qui sont sujets à une forme de volatilité, qui sont sujets à des changements de cours. Donc finalement, être en mesure de confier et de reposer l'ensemble du fonctionnement d'une économie sur un actif, sur ces actifs comme cela, ça reste risqué. Parce que sur ces marchés-là, on peut avoir ce qu'on appelle... risqué. Pourtant, la République centrafricaine veut relever ce challenge-là. Peut-être nous dire quels sont les préalables à mettre en place avant de se tourner vers ce type d'actifs. Je pense que l'un des impératifs, c'est d'être en mesure éventuellement de développer une crypto-monnaie, ou du moins un crypto-actif à extension monétaire, qui serait propre à un pays. Parce que finalement, se tourner vers les crypto-actifs monétaires ou les crypto-monnaies, c'est aussi éventuellement déplacer le problème. On est sur des marchés qui sont ce qu'on appelle des marchés oligopolistiques. Ça veut dire que sur certains marchés de crypto-monnaies, on a des individus ou des institutions qui détiennent une grosse partie de ces actifs-là et qui finissent par avoir potentiellement une influence sur le cours de ces actifs-là. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en économie, c'est éventuellement des agents qui sont price makers. Donc finalement, on laisse reposer l'ensemble du fonctionnement d'une économie sur des particuliers, sur des investisseurs potentiellement privés. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre, en tout cas à la légère. Avant de nous séparer, William Jaboum, voilà la question de l'internaute, celle d'Edouard depuis le Cameroun. Il dit comment ressent-on le mauvais fonctionnement d'une banque centrale dans l'économie de la zone? Le mauvais fonctionnement d'une banque centrale, c'est une banque centrale qui peine à assurer ses missions. Donc c'est une banque centrale qui ne permet pas le développement économique et monétaire d'une zone, une banque centrale qui ne facilite pas finalement le climat des affaires. Et très souvent, on considère que c'est une banque centrale qui va être limitée dans sa capacité d'intervenir et d'assurer la résilience d'un territoire. La question qu'on peut se poser, c'est de quelle manière les populations ont pu traverser les différentes crises qu'on a pu observer. Est-ce qu'on a senti l'existence d'un filet de sécurité économique et monétaire? Si la réponse est non, c'est quelque part que le rôle de la Banque centrale et de manière très générale des gouvernements a été très limité et insuffisant face aux défis qu'on a. Voilà qui est clair. Merci beaucoup à vous, William Jaboum. Je rappelle que vous êtes expert des questions financières. Vous avez répondu à nos questions depuis la France. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un véritable plaisir de passer ce moment avec vous. Et à très bientôt, j'espère. Alors, chez vous, retenez qu'avec la crise financière mondiale, les banques centrales ont été confrontées à un défi extraordinaire qui nécessitait des mesures sans précédent. Elles apparaissent aujourd'hui comme des acteurs incontournables, suscitant des attentes qui vont bien au-delà de la politique monétaire
traditionnelle. Maintenant, il reste un certain nombre de questions. Ce sont en effet des politiques monétaires non conventionnelles qui leur ont permis d'éviter un effondrement complet du système financier mondial. Mais en agissant ainsi, les banques centrales se sont aventurées sur un terrain inconnu. Un nouveau modèle de banque centrale va-t-il s'imposer? Le débat se poursuit chez vous. Quant à nous, nous vous disons modestement au revoir et surtout n'oubliez pas, le temps de la réflexion est une économie de temps. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.